Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être là et aujourd'hui notre atelier va se porter sur la sexualité de la femme, les contraceptions, les infections sexuellement transmissibles et aussi les rituels de lavage, les rituels d'hygiène intime. Et nous avons la chance d'avoir un partenariat avec l'association Icambéré, représentée par Bernadette Végera, la directrice, ainsi que Rose Enkegang. Moi, je vais commencer par vous parler de l'examen gynécologique, puisque à Saint-Antoine, c'est moi qui m'occupe de cette consultation. À qui s'adresse la consultation gynécologique? Donc, à toutes les femmes. C'est important de faire régulièrement une surveillance gynécologique. Aux jeunes filles, dès lors qu'elles se questionnent sur leur corps, leur sexualité, sur leurs règles. Et parfois, il y a des hommes qui viennent me voir, souvent avec leurs femmes, pour des problèmes de difficulté à concevoir. Quand est-ce qu'on fait une consultation gynécologique? Quand tout va bien, on essaye de se faire contrôler entre tous les ans et tous les 3 ans selon les problèmes de santé que l'on a. Et puis sinon, à chaque fois qu'on a un symptôme gynécologique, donc je vais vous expliquer quels sont ces symptômes-là. Dès qu'on a un problème, on vient voir un gynécologue. Alors les problèmes que l'on peut rencontrer, ça peut être des douleurs du bas-ventre. Ça peut être des problèmes au sein, une grosseur, des douleurs, des pertes. Parfois, il y a des femmes qui ont des écoulements en dehors du lait. Ça peut être des pertes vaginales qui sont perçues comme anormales, qui ne sentent pas bon, qui sont trop abondantes, qui sont trop jaunes, trop marrons, trop rouges. Des saignements aussi en dehors des règles, ou des règles qui durent trop longtemps, ou des règles qui reviennent trop souvent. Ça peut être aussi parce qu'on n'arrive pas à tomber enceinte et qu'on a besoin d'un avis médical, parce qu'on a des troubles dans sa sexualité, qu'on a mal, qu'on n'a pas beaucoup d'envie. On peut aussi venir voir un gynécologue parce qu'on a des questions sur sa contraception. On peut venir aussi parce que l'on est enceinte et qu'on veut faire suivre sa grossesse ou qu'on veut interrompre sa grossesse. Et on peut venir aussi pour se faire dépister les infections sexuellement transmissibles. Donc pour se faire aussi dépister les cancers qui concernent les femmes, donc les cancers du sein, de l'utérus, du col de l'utérus, des ovaires. Donc pour toutes ces raisons-là, on peut être amené à venir voir un gynécologue. Le frottis, ça consiste à rechercher un cancer du col de l'utérus. Ce dépistage-là, il concerne toutes les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels entre l'âge de 25 ans et 65 ans, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rapport et même si on est déjà ménopausé. La contraception, c'est un moyen que l'on choisit pour essayer de reporter une grossesse, hein, si on est dans une période de sa vie où on pense que ce n'est pas le meilleur moment pour être enceinte. Donc c'est important que chaque femme choisisse ce qu'elle veut comme contraception pour ne pas avoir de mauvaises surprises et puis bien prendre sa contraception. La contraception qui est très répandue, que tout le monde connaît bien, je pense, c'est le préservatif. C'est la seule contraception qui protège aussi des infections sexuellement transmissibles. Sur chaque diapositive où je parle des types de contraception, je parle d'efficacité. Quand je dis que c'est 85% pour un préservatif féminin, ça veut dire que pour 100 femmes qui vont utiliser le préservatif féminin, il y en aura 85 qui ne tomberont pas enceintes. Et puis les 15 autres femmes, eh ben, elles ont un risque quand même de tomber enceintes parce qu'elles vont mal l'utiliser, elles ne vont pas l'enlever quand il faut, elles ne vont pas bien le positionner. Et le préservatif masculin, c'est 79%. Donc ça veut dire qu'il y a 79 femmes qui vont l'utiliser et qui ne seront pas enceintes. Et il y en aura quand même 21
qui tomberont enceintes parce que le préservatif a craqué, qu'elles ne l'ont pas enlevé au moment qu'il fallait. Enfin bon. Comme autre type de contraception, on a la pilule. Donc en fait, ce sont des petits comprimés qui se présentent sous forme de plaquettes, hein, une plaquette comme ça. Des comprimés qu'il faut prendre tous les jours à la même heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on commence la pilule le premier jour des règles, normalement, selon les types de pilules, elle est efficace tout de suite. Il faut savoir que la pilule, en plus d'éviter d'être enceinte, ça peut parfois rendre service sur certains problèmes gynécologiques. Par exemple, ça peut diminuer les douleurs de règles, ça peut diminuer le flux des règles pour les personnes qui saignent beaucoup, ça peut même régler certains problèmes de peau, ça peut avoir d'autres bénéfices que juste l'absence de grossesse. Et en plus, c'est un moyen de contraception qui est remboursé par l'assurance maladie. Lorsque l'on oublie la pilule plus de 12 heures, c'est un des inconvénients de cette méthode-là, on n'est plus protégé. Donc, il y a quand même un risque de grossesse. Une fois qu'on arrête la pilule, on ne perd pas du tout de chance de tomber enceinte ensuite. On ne tombe pas enceinte pendant qu'on prend la pilule. Une fois qu'on arrête la pilule, on retombe enceinte comme si on n'avait pas pris la pilule. Comme autre moyen de contraception, il y a le dispositif intra-utérin qu'on appelle aussi le stérilet. C'est un petit dispositif en plastique en forme de T. Ça se place au fond de l'utérus. Ça se termine par un fil qui dépasse un tout petit peu, mais vraiment au fond du vagin. Les stérilets, il y en a différents types. Il y a un stérilet qui est au cuivre, c'est comme un petit métal. L'autre qui est aux hormones. Et selon le type de stérilet que l'on choisit, on peut le garder entre 3 et 10 ans dans l'utérus. On l'enlève dès qu'on veut. Si la dame, un an après avoir posé son stérilet, elle veut tomber enceinte, on le retire. C'est très facile de le retirer. En tant que soignante, j'ai eu plusieurs expériences de patientes à qui je propose la pose d'un stérilet. Et on n'a pas forcément le temps, il faut le savoir, d'aller plus loin et de comprendre pourquoi est-ce que la patiente refuse. Tout simplement, et là je m'adresse aux soignants, tout simplement parce que le patient croit que le stérilet a cette taille-là. Donc, vous avez vu la taille du stérilet, il est tout petit, il fait à peine 2,5 cm, voire 3 cm. Il y a des stérilets plus petits pour les femmes qui n'ont jamais accouché. Donc, ceux-là, on les réserve pour les jeunes filles n'ayant jamais eu de grossesse. Et surtout, quelque chose qui est très important, ça ne provoque pas d'infection. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Et le partenaire ne sent rien. L'efficacité, elle est très grande parce qu'il n'y a pas le risque d'oubli. Le stérilet, il reste dans l'utérus, il ne bouge pas. Donc, il y a moins de 0,5 femmes sur 100 qui va tomber enceinte. Il y a un autre moyen de contraception qu'on utilise fréquemment, c'est l'implant. Donc, l'implant, j'en ai pas amené, j'en ai pas trouvé. C'est grand comme une allumette. C'est un petit bâton en plastique qu'on va placer à cet endroit du bras. Une fois qu'il va être en place, il ne se voit pas, par contre il se sent. Donc la dame, elle peut toucher son petit implant pour vérifier qu'il soit bien en place. L'inconvénient de l'implant, c'est que chez les femmes qui sont déjà un peu en surpoids, ça a tendance à faire grossir un petit peu. Ça peut parfois provoquer de l'acné et moi, de ce que j'ai remarqué avec les femmes qui le posaient et que je voyais, ce qui arrive le plus fréquemment, c'est des saignements un peu importants. Donc, le dernier point que je voulais évoquer, c'était les infections sexuellement transmissibles. Donc, les infections, elles sont transmissibles par voie sexuelle. Donc, quand on a un rapport, on peut prendre le risque, si on ne connaît pas le problème des infections sexuellement transmissibles, c'est qu'elles n'ont pas toujours des signes. Parfois, on en a une, mais on ne sait pas qu'on l'a. Donc, la seule façon de s'en protéger, c'est d'utiliser un préservatif et puis de se faire dépister régulièrement pour savoir si on est porteur ou pas et de demander à son conjoint aussi de se faire dépister régulièrement. Quand on a un doute sur ces infections-là, il y a différents endroits où on peut se les faire dépister. En consultation de gynécologie, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai le matériel qu'il faut. À l'hôpital, on peut aussi aller au Cégide.
On peut aller dans un planning familial, dans un centre municipal de santé. Et puis, dans ces mêmes endroits, on va parler de tout ce dont on a parlé d'aujourd'hui. On pourra aussi vous parler de contraception, vous donner des médicaments qu'il faut. Le préservatif masculin, donc c'est une enveloppe en latex qui va retenir le sperme. Alors, on va poser le préservatif avant la pénétration sur le sexe en érection. La partie importante, c'est qu'il faut que ce soit fait sur le sexe en érection en pinçant le bout. Il y a une petite réserve au bout. Et puis, on va le dérouler jusqu'à la base du sexe de l'autre main. Tout ça, c'est pour éviter les fuites et les contacts. Ce qui est important avec le préservatif masculin, c'est qu'il doit être, le partenaire doit se retirer du vagin tout de suite après l'éjaculation, en le tenant à la base, donc pour éviter les fuites, et puis donc il est jeté à la poubelle, pas dans les toilettes. Il peut être utilisé avec un lubrifiant spécial préservatif. Il ne faut pas mettre de vaseline, ni d'huile, ni de beurre, ou autre gras. Alors, le préservatif féminin, c'est une alternative au préservatif masculin qui va permettre lui aussi de retenir le sperme. C'est surtout à l'initiative de la femme. C'est une enveloppe assez grande qui n'est pas en latex, il n'y a pas d'allergie, avec 2 anneaux. Un anneau à une extrémité qui va rentrer dans le vagin et l'autre anneau qui va rester à l'extérieur des parties génitales féminines. Alors, toujours ouvrir le sachet avec précaution, comme tout à l'heure. Là, le préservatif féminin, il va pouvoir être mis plusieurs heures avant le rapport sexuel, jusqu'à 6 heures. L'anneau qui va rentrer dans le vagin, il faut le tenir entre le pouce et l'index et former un 8, l'introduire au niveau du vagin. Une fois que l'anneau est introduit, on va pousser avec l'index au fond. Vous voyez, il va se mettre devant le col de l'utérus, là. Et donc, la partie extérieure, elle reste, voilà, bien à l'extérieur. Ça, c'est important. Donc, au moment, justement, de la pénétration, bon, il va falloir un petit peu guider le pénis pour bien qu'il rentre à l'intérieur et pas à côté. Une fois le rapport terminé, pour le retirer, il faut le tourner, le tirer et donc le jeter à la poubelle. Un préservatif ne sert qu'une fois pour un rapport sexuel. On n'associe pas le préservatif féminin et masculin ensemble. On fait des frottements, ça se déchire, etc. C'est pas bon. Alors, les avantages du préservatif féminin, donc le moyen de lutter contre les IST, c'est surtout à l'initiative de la femme. Je suis conseillère en santé sexuelle et droits humains à Ecambéré. Et c'est à l'attention des femmes concernant le préservatif féminin. Le préservatif féminin, c'est la propriété privée de la femme. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand on est sur le terrain, on se rend compte que beaucoup de femmes, quand on parle du préservatif, elles aiment bien dire « Ah, c'est mon partenaire qui doit utiliser le préservatif ». Alors que quelque part, c'est une petite erreur. Imaginons ce scénario, que tu te retrouves devant un partenaire que tu aimes bien, mais il n'a pas la culture du préservatif. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, si tu connais utiliser le préservatif féminin, tu dois l'utiliser pour éviter de te retrouver dans un risque. Depuis fin novembre 2018, le préservatif est remboursé par l'assurance maladie sur prescription par un médecin généraliste ou une sage-femme. C'est seulement une seule marque qui a été décidée que ça soit remboursé. C'est la marque Eden, donc c'est sur prescription du médecin. Rose vous parle des rituels de lavage, parce que ces rituels de lavage peuvent entraîner en fait un état d'inflammation du vagin et éventuellement une irritation derrière, avec pour vous des douleurs, avec pour vous, femmes, des infections et aussi une muqueuse qui est plus fragile, qui va contracter des microbes, des virus, entre autres le virus VIH, voilà, le virus du sida, parce que la muqueuse est fragilisée. Ecambéré est une association qui accompagne les femmes vivant avec le VIH. Nous avions 3 grands axes de travail, notamment le côté santé, insertion professionnelle, l'accueil et l'accompagnement. Et c'est du côté santé que nous avions pu produire ce livret pour parler des pratiques à risque
que les femmes africaines le font. Et je vais vous parler de l'expérience d'Ikambéré. Là-dedans, nous avions pu identifier 3 types de pratiques sexuelles. Les pratiques d'assèchement vaginal, c'est-à-dire on introduit les corps étrangers dans le vagin pour assécher le vagin. Il y a les pratiques de toilette intime. On introduit toujours aussi des corps étrangers dans le vagin dans l'optique de nettoyer le vagin et les pratiques de stimulation. Mais je vais mettre un lien entre le thème d'aujourd'hui, contraceptif et IST, le lien qui existe entre les pratiques d'assèchement vaginal et les IST. Alors, quels sont les corps étrangers que les femmes introduisent dans le vagin? J'ai dit les femmes migrantes d'origine subsaharienne. Je parle de l'expérience d'Ikambéré. Elles introduisent parfois du citron, les jus de citron, les jus de gingembre, les pierres d'Alain. Elles introduisent aussi parfois les écorces d'arbres, c'est-à-dire le manguier, le goyavier, c'est-à-dire les décoctions qui sont astringentes. C'est-à-dire quand on met quelque part, ça serre le vagin. Ces produits ont juste le but de faire quoi? D'assécher le vagin. Vous savez, le vagin, c'est une partie du corps qui doit être humide, si je ne me trompe pas. Alors, quand vous mettez ces produits, ça assèche le vagin. Quand vous introduisez les corps étrangers, tout ce qu'on vient de citer, ça fragilise votre flore vaginale. Et quand ça fragilise la flore vaginale, vous devenez vulnérable. C'est-à-dire, pendant le rapport, facilement, vous pouvez déjà, ça fragilise la membrane vaginale. C'est d'abord une muqueuse. Ce n'est pas la peau, c'est une muqueuse, c'est-à-dire quelque chose de très fragile. Et davantage, quand tu mets des produits, ça fragilise. Nous avons eu des témoignages ici, tout est là, des femmes qui nous ont dit, vraiment, tu le fais pour l'homme, mais tu n'as aucun plaisir. Et à côté de ça aussi, nous avions poussé un peu plus loin pour savoir pourquoi est-ce qu'elles font ces pratiques. Elles ont dit qu'elles le font pour sembler jeunes. Pour sembler jeune. C'est-à-dire le partenaire, quand il va pénétrer une dame de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça serait rétréci. Dans la tête de celle-là, se dit que le monsieur va dire, c'est une dame qui ne court pas les rues, c'est une femme sérieuse, c'est une femme fidèle. Et c'est un challenge aujourd'hui que nous sommes en train de relever à Ikambéré. Nous leur faisons savoir, les filles, laissez le vagin tranquille, laissez votre appareil génital tranquille. Si vous avez un souci au niveau de votre appareil génital, c'est-à-dire les pertes jaunâtres, les pertes marron, les pertes verdâtres, tout ça coule, ça sent mauvais, il faut aller à l'hôpital. En tant que médecin, je dirais que je suis souvent sollicitée par les patientes à prescrire des antiseptiques, des savons antiseptiques. Voilà, Septivon, Citéal, Solubacter, etc. que vous avez l'habitude d'utiliser pour soi-disant enlever les odeurs, enfin, bon, voilà. Non. Alors, je suis très têtue. Je refuse ce genre de prescription quand il n'y a pas d'indication médicale. Ce qu'il faut faire, c'est prendre tout simplement un savon classique pour faire votre toilette, arrêter toute introduction de quoi que ce soit et vous verrez que cette odeur va disparaître. Le vagin, c'est un organe qui est très propre et qui naturellement se nettoie tout seul. En fait, les sécrétions que les femmes ont, elles sont faites naturellement pour nettoyer. Moi, je vais témoigner parce que chez nous, moi, je n'ai jamais introduit un médicament là-bas, mais chaque passage du toilette, je passais du l'eau là-bas. Je mettais tout le temps, je nettoyais là-bas chaque jour. Quand j'avais mon frottis avec le docteur, il m'a dit que non, d'arrêter le lavage vagin, parce que mon vagin est trop sec, c'est pas bon. Et est-ce que vous vous sentez mieux depuis que vous avez arrêté? Oui, là, ça va. Ce que je dois dire, ces pratiques à risque, c'est-à-dire les pratiques d'assèchement, les pratiques de stimulation de toilettes intimes, les femmes, mettons fin pour préserver notre santé en général et de préserver notre santé sexuelle en particulier. Merci.